Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, quelques mots sur MempACap, l'organisme d'accompagnement professionnel fondé par Sixtine que j'ai reçu dans le dernier épisode d'Oser la reconversion. Profitez d'un bilan de compétences entièrement digital, accessible n'importe où avec MempACap. Pendant 10 semaines, faites le point toutes les semaines avec un professionnel lors d'un coaching personnalisé en visio et bénéficiez de 2h30 de formation par semaine. La clé pour enfin trouver un projet professionnel qui a du sens et qui s'adapte à votre projet de vie. Ce bilan de compétences peut se financer entièrement via le CPF. MempACap vous aidera à trouver le financement adapté parmi les dispositifs existants pour financer votre bilan de compétences avec MempACap et également votre futur projet professionnel. Et surprise, pour les auditeurs d'Oser la reconversion, le bilan de compétences passe à 1 540 € au lieu de 1 590 € sur www.mempacap.fr/oser. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sophie Trem. Elle a exercé pendant 5 ans en tant que responsable commerciale, puis acheteuse chez Vente Privée. Après un burn-out, Sophie lance son blog The Other Art of Living et fonde les Good Mood Class, sa méthode pour réactiver la bonne humeur. Vous pouvez retrouver Sophie sur Instagram sous le pseudo The Other Art of Living, où elle partage ses good vibes à plus de 60 000 abonnés. Après une école de commerce, Sophie devient responsable commerciale puis acheteuse chez Vente Privée. Travailler dans la mode, un rêve de petite fille. Perfectionniste et très investie dans son travail, Sophie passe son temps à essayer de satisfaire tout le monde sans rien avoir en retour. À la naissance de son premier enfant, Sophie fait un burn-out et remet sa vie professionnelle en question. Elle ne veut pas imposer cette vie de stress à son enfant. Elle décide alors de lancer son blog The Other Art of Living, l'autre façon de vivre, où elle partage notamment ses conseils de développement personnel. À l'occasion des 3 ans de son blog, elle décide d'organiser un événement pour partager ses tips avec ses abonnés pour mieux vivre au quotidien. C'est la naissance de la première Good Mood Class. C'est Céline, une invitée précédente que j'avais reçue dans l'épisode 21, qui m'a dit avoir eu le déclic pour changer de vie juste après avoir rencontré Sophie Trem. J'ai alors su qu'il fallait absolument que je rencontre Sophie pour qu'elle puisse vous donner tous ses conseils. Impossible de résumer cet épisode tant Sophie est inspirante. Une vraie leçon de vie qui m'a beaucoup émue. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, c'est assez marrant cette rencontre parce que, pour la petite histoire, c'est une invitée précédente, Céline, qui m'a dit qu'elle avait eu le déclic pour se reconvertir en te rencontrant. Donc, j'ai eu absolument envie que tu viennes sur Oser la reconversion. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis entrepreneuse, la fondatrice des Good Mood Class et je fais de la direction artistique pour pas mal de marques, du conseil. Et on a lancé un label avec des amis avec qui je me suis associée, Good Mood Dealer, qui verra le jour à partir du mois de septembre. Ah, donc on a la petite exclue. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce que tu as fait comme premier job ? Ça n'a rien à voir avec mon premier métier, mais par la suite, j'ai compris que finalement, rien n'arrivait jamais par hasard et que tout ce que j'ai fait avant me sert aujourd'hui pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, dans une première vie, j'ai bossé dans la mode. J'étais commerciale en showroom, je travaillais pour un salon et c'était vraiment mon rêve. Donc, tu vois, c'était un rêve de petite fille qui s'est réalisé, un rêve qui s'est transformé parfois en cauchemar. Et une fois que j'avais fait un peu le tour de la question, j'avais vraiment envie de faire autre chose et j'ai été passionnée par le digital. Donc, on parle de ça en 2009, hein, j'ai l'impression que c'était la préhistoire. Et ensuite, j'ai été acheteuse pour un grand site de vente. À l'époque, il s'appelait Vente Privée. Et après, bah, j'ai continué mon chemin dans le digital, en start-up. Et d'où ça te venait cette passion pour la mode ? C'était un rêve de petite fille ? Ouais, tout à fait. Mes parents bossaient dans la confection. En plus, donc, si tu veux, ça entretenait un peu le truc, le tissu, les machines à coudre, les vêtements. Donc, en fait, moi, je voyais le vêtement déconstruit qui se construisait chez mes parents, qui allait en boutique. Et le défilé, c'était un petit peu l'autre côté, le truc un peu qui me faisait rêver à l'époque, quoi.
Oui, un peu le côté paillettes. Totalement. Ouais, truc de princesse, genre pour meuf plus âgée, quoi. Et alors, quand tu dis que c'était un peu, enfin, stressant, comment c'était, comment ça s'est passé au début Bah, le milieu de la mode est un milieu ultra exigeant, où tu vois beaucoup d'ego de tout le monde, de toutes parts, et avec des gros coups de stress pour pas grand-chose en réalité, mais beaucoup de stress de manière générale. Il y a un côté aussi événementiel. Tout doit être parfait et orchestré à l'unisson. Rien n'est laissé un peu au hasard parce que c'est beaucoup d'argent mis dans une saison. Et donc, du coup, tu as genre beaucoup de stress, beaucoup de monde. Et puis, bah, surtout, bah, comme je te disais, des exigences de tous les côtés, que ce soit de ton boss, des créateurs. Tout le monde veut tout. Et toi, t'es là. Et puis bon, moi, j'avais vraiment un profil de meuf qui la please person, tu vois, genre la personne qui cherche à toujours faire plaisir et qui essaye de toujours être hyper arrangeante. Et c'est un défi à chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, c'était un challenge. Perso, tu vois, genre finalement, avec du recul, je me dis putain, il y avait rien de grave, j'aurais pu ne pas le faire, mais ça me tenait toujours à cœur de réussir ma mission, quoi. Est-ce que tu as eu du coup, parce que souvent le pendant de ça, c'est tu trouves que t'es pas assez récompensé pour ton travail. Quand tu sais tu t'investis énormément, ça peut être dur aussi de pas avoir les compliments en fait. Mais alors oui, et alors déjà ça c'était le cas. Déjà dans la mode, on te fait pas trop de compliments, voire jamais. Déjà tu te fais pas engueuler, c'est presque un compliment. C'était déjà ça la progression. Dans ma vie familiale, en fait, c'était un peu, je retrouvais un peu le même schéma. Moi, j'ai jamais eu des parents très dans le compliment. Donc, si tu veux, avec maintenant beaucoup de recul, je vois qu'on est toujours attiré par ce qu'on connaît. Et bah, j'avais des parents qui étaient assez exigeants aussi, assez durs, même si en fait il y avait beaucoup d'amour, ils m'aimaient beaucoup, ils faisaient tout pour moi, mais jamais ils allaient me dire ah c'est bien ma fille ce que tu fais, tu vois. Jamais j'avais ce genre de truc et je me suis retrouvée dans un milieu professionnel similaire en fait à mon milieu familial, avec des gens très durs que j'essayais euh, à qui j'essayais de plaire, d'obtenir, tu vois, un merci ou un bravo, et c'est comme ça qu'il me tenait en vrai. Parce que comme je l'avais jamais le truc, j'essayais toujours de faire plus et de faire mieux. Mais c'est super marrant que tu me dises ça parce que je m'en trouve exactement ce que tu dis, parce que moi c'était la même chose avec ma famille et j'étais avocate, donc c'est un peu le même histoire. Et c'est marrant parce que j'ai réalisé il y a pas très longtemps que justement ma reconversion c'était aussi un besoin de plus de sécurité. Dans le sens où finalement pour moi c'était impossible d'être dans un environnement aussi compliqué parce que j'ai des parents qui sont aussi assez durs et en fait je me suis dit bah en fait non je veux pas continuer dans un environnement aussi difficile. Moi j'ai besoin de plus de sécurité, un environnement plus C'est très difficile quand on connaît que ça. On ne sait pas qu'il peut y avoir autre chose. Et il faut des événements parfois très durs dans ta vie pour. Tu vois, ce que je dis souvent, c'est que genre tu peux pas savoir quand que ça va bien si tu sais pas ce que ça veut dire d'aller mal. Et donc c'est pour ça que d'aller mal parfois c'est nécessaire pour comprendre ce qui est bien et ce qui est pas bien pour toi. Il n'y a pas de genre de bien ou de mal de manière générale, mais c'est encore une fois par rapport à toi. Et moi j'étais tellement dans le déni, je savais pas ce qui allait pas bien parce qu'en fait je prenais tellement tout sur moi. J'étais une warrior, tu vois, avec une carapace. On m'a toujours éduquée comme ça. Prends sur toi, sois forte, ne te plains pas. Et pour moi je pensais que c'était juste quelque chose de normal et je me disais, bah, de toute façon, ce qui ne te tue pas te rend forcément plus forte, ce qui est vrai hein, aussi. Mais pour moi, souffrir, c'était pas quelque chose de mal, c'était quelque chose presque de normal. C'est ça le problème. oui il y a le côté un peu travail le travail c'est difficile et c'est normal un peu le côté Et tout le monde se plaignait autour de moi. Moi, juste, je me disais, bon, bah, moi, je me plains pas, mais ça veut pas dire pour autant que, genre, je trouvais pas ça dur, tu vois. Et comment tu as eu le déclic du coup parce que tu dis que tu étais dans un environnement que tu considérais comme normal. Donc à quel moment tu te dis bah non, c'est pas normal et je veux autre chose? Et ben, à vrai dire, après ma grossesse, ça change une vie, hein, une grossesse, un enfant. On voit plus la vie de la même façon parce qu'on a un nouvel angle. Et du coup, tu t'aperçois que ce que toi tu vis, tu le fais subir à ton enfant. Donc quand t'es pas bien, ton enfant c'est une éponge. Donc si tu veux, là je me suis dit non mais en fait lui il a rien demandé, c'est pas de sa faute et c'est pas à lui de payer le truc.
Et au début, avant d'avoir mon fils, j'étais persuadée que c'était lui qui allait s'adapter à notre vie, tu vois. Je me dis, bon, on va continuer notre vie, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, tous les plans se sont arrêtés et j'étais face à une évidence, à une fulgurance. C'est pas possible, en fait. Je peux plus me faire traiter comme de la merde et être toujours mal. Et parce que j'ai besoin de cette énergie pour la donner à mon fils. Et j'arrivais pas à faire tenir le truc au boulot, arriver à la maison, j'étais épuisée, j'avais pas envie de faire semblant, quoi, tu vois. Et je voyais juste que j'étais fatiguée, je pleurais, j'étais triste. Et c'était le début de burn-out, quoi. Après, ça n'a jamais été, genre, médicalement, officiellement, genre, j'ai pas dit j'ai fait un burn-out. Mais à cette époque, je peux te dire qu'en 2009, en fait, ces mots-là n'existaient pas. Juste, les gens me prenaient pour une folle. Mais comment ça, tu veux quitter ton job? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Sophie, ressaisis-toi, c'est comme ça pour tout le monde, quoi, tu vois. Et mais c'est vrai que ce que tu dis sur le burn-out, je trouve que c'est encore vrai parce que on connaît ce mot, mais ça fait un peu peur dans le sens, enfin, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vivent des burn-out, mais sans le savoir en fait, parce que même, ouais. Et donc, toi, enfin, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? À quel moment tu penses qu'il faut, parce que toi, j'ai l'impression que tu t'es rendu compte peut-être un peu tardivement. Est-ce que tu aurais des conseils sur les signes précurseurs où il faut peut-être se dire, bon là, il y a un problème? Ah bah ouais, les signes, en fait, finalement, il faut les écouter, il faut les regarder. Et déjà, la première chose, c'est écouter son corps. C'est pas compliqué, hein. Si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu as mal quelque part, si tu as des tensions, des blocages, tu as toujours mal au dos, tu as toujours mal dans le bas du dos, tu as toujours des allergies, des conjonctivites, ton corps, il te dit des choses que tu ne veux pas entendre. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que j'étais passionnée par la métaphysique, par le développement personnel, parce que je me suis rendu compte que finalement, on avait tout en nous, mais qu'on n'a pas ce fameux mode d'emploi qui nous permet de savoir quand la machine, elle est en panne, quoi. Alors qu'en réalité, c'est tellement évident. Bah, quand tu te sens mal dans ton corps, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si toi, tu ne le sais pas, ton corps est en train d'essayer de te dire en fait quelque chose. Et selon la douleur, là où tu as mal, par exemple, si tu as mal dans le dos, c'est pas rare de constater qu'en général, tu en as plein le dos. Qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter, tu vois. Quand tu as mal à l'estomac, si c'était des problèmes de digestion, des problèmes d'aigreur, d'ulcère, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à digérer. Il y a quelque chose qui ne passe pas, tu vois. Et c'est en allant voir aussi une amie qui est maître Reiki, qui m'a fait une séance et elle m'a dit « Oh là là, ma chérie, ça va pas du tout. Ton corps part dans tous les sens. Il y a ta tête qui va à gauche, ton corps qui va à droite. Là, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter de travailler. » Alors, comment ça, t'as arrêté? Ah non, mais moi, je te fais une ordonnance. C'était pour rigoler, tu vois. Elle dit « Mais tu dois arrêter tout de suite ce que tu fais. Quoi que tu fasses, ça va pas du tout. C'est que là, tu n'es plus du tout aligné. Le corps et l'esprit ne vont pas du tout ensemble. Et forcément, quand le corps et l'esprit ne vont pas ensemble, quand ils ne sont pas alignés, bah, t'avances pas dans la bonne direction. En fait, t'avances même pas du tout. Et je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que ça voulait dire ressentir. Même quand j'avais mal, je disais que j'avais pas mal parce que je savais pas que ça voulait dire ce que ça voulait dire avoir mal, vu que je prenais sur moi depuis tellement longtemps. Mais ça, c'est super généralisé, je pense. Bah, pour la petite histoire, moi, c'est pareil, j'ai fait des ulcères quand j'étais avocate. Et c'est vrai. Et avec le recul, je me dis, mais c'était un truc de dingue à 25 ans d'avoir des ulcères. Enfin, et c'est vrai qu'en fait, bah, moi, personnellement, depuis que je me suis reconvertie, j'ai plus aucun problème de santé. Alors qu'avant, j'étais tout le temps chez le médecin. Pareil, moi, j'étais hypochondriaque en plus, donc je te raconte pas. Donc, c'est genre le moindre truc, je pensais que j'avais le pire des trucs. Et après, j'étais pas vraiment dans le pire des trucs, mais j'arrivais à avoir quelque chose parce que, tu sais, ton esprit appelle ce que tu crées finalement ce que tu imagines. Et alors, donc on te dit arrête-toi. Donc là, tu te dis bon, ça va plus. Comment tu sais ce que tu as envie de faire parce que Non, on n'en est pas là du tout. J'ai passé des années à errer dans genre qu'est-ce que je veux faire. Non. Déjà de savoir que c'était pas ce que je voulais, c'était déjà énorme. Quitter quelque chose qui me paraissait quelque chose de normal, la sécurité, la stabilité, c'était un gros danger et un vrai questionnement pour tout le monde, tu vois. Et se détacher du regard des autres, c'était déjà une très grande étape parce que il y a ce truc, tu vois, genre que les gens comprenaient pas. Les gens me disaient, mais t'as un job qui fait rêver tout le monde, t'as un mari, t'as un bébé, un appartement, c'est bon, quoi, c'est la vie, meuf.
reprends-toi et tu retrouveras. J'ai dit non, je peux pas. En fait, je suis perdue. Je crois que vous comprenez pas. Je dois tout arrêter. Et en fait, qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux pas recommencer quelque chose qui me mettra dans cet état. Et je pense que je dois arrêter la mode. Donc, si tu veux, j'étais un peu dans cette phase de constat que c'était ce qui ne me convenait pas. Mais alors après, j'étais pas du tout encore sur le fait je vais faire ci, je vais faire ça. Et au contraire, je crois que j'ai commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai arrêté de chercher à vouloir absolument tout comprendre et faire absolument ce que j'imaginais, tu vois. J'ai commencé plus à vivre en avançant un pas après l'autre. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Avancer à l'inconnu, dans le noir. C'est comme si tu avançais dans le noir avec une petite lampe torche. Tu vois? Ouais, moins planifié en fait. Ah bah complètement. Là, le schéma était cassé. Hein. Le chemin était cassé, il y avait plus d'électricité, il y avait plus de contrôle, il y avait plus rien. Il y avait même, tu vois, genre le radar, il fonctionnait pas du tout. Genre je m'étais mise c'est comme si tu avais d'un côté un chemin balisé avec de la lumière et tu savais qu'il y avait dans ce parcours un lot d'obstacles que tu connais déjà. Tu dis bon bah c'est bon, je les connais ces emmerdes, je pourrais me les retaper. Et de l'autre côté, il y avait genre la forêt noire. Et là, tu te dis, écoute, au point où on en est, tu sais quoi, je préfère tenter le truc j'ai peur du noir, hein. Mais j'y vais quand même parce que ça sera sûrement moins pire que le truc que je connais. Comment ça s'est passé avec tes parents quand tu as commencé comme ça à dire je veux plus de ça? Oh, bah, les pauvres, ils étaient un peu inquiets, quoi. Ils voyaient bien que j'étais pas bien. Mais ils comprenaient pas parce qu'au début, ils essayaient toujours de me dire mais vas-y, essaye de prendre un peu sur toi, ne t'inquiète pas, c'est que le boulot. Mets ça de côté et tu vois, quand tu arrives chez toi, tu ne penses plus au boulot. Mais je sais pas faire. Je suis pas comme ça, tu vois, moi je suis quelqu'un d'hyper entière, c'est tout ou rien. D'ailleurs, je dis toujours avec mes cousins, on rigole parce que notre nom de famille c'est Trême. Donc dans Trême, il y a un peu le côté extrême. Nous, c'est vraiment genre on est trop à fond dans tout ce qu'on fait quoi. Et finalement, bah, je m'aperçois que c'était pas un tort, tu vois, parce qu'au début, les gens me disaient que je prenais trop tout à cœur, que je savais pas faire la part des choses. Et bah, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on me dit que c'est une qualité. C'est marrant, hein. Tu vois, genre, tu prends le même problème à une époque, c'est un problème. En fait, d'ailleurs, voilà, c'est un fait plutôt. Ça, qui est un problème à une époque et c'est un point fort à une autre. Comme quoi, tout est toujours une question de perception et de façon de voir les choses, quoi. Après, je pense que vraiment, c'est aussi le côté, quand tu es salarié, il faut pas trop prendre à cœur parce que c'est pas ta boîte en fait. Et à tout moment, on peut te dire de partir ou voilà, faut arriver un peu à faire la part des choses. C'est vrai, c'est vrai. Et alors que quand tu es entrepreneur, c'est ta boîte et donc c'est normal d'être à fond parce que si toi tu l'es pas, personne ne le sera pour toi, tu vois. Mais clairement. Mais c'est marrant comme tout peut se déconstruire parce que tu vois, quand je bossais en entreprise, mais je donnais mes jours, mes nuits, je faisais tout comme si c'était ma boîte. Et alors maintenant que j'ai ma boîte, en fait, j'ai un cadre dans lequel je ne veux plus jamais retomber, tu vois. Travailler jour et nuit, tout ça, en fait, je ne veux plus. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ça change la perception en fonction de ce que tu fais quand même, je trouve. Totalement, totalement. Mais après, il faut du recul. Après, moi, je suis beaucoup plus vieille, hein. Forcément, j'ai un peu d'expérience, j'ai un peu roulé ma bosse et si tu veux, genre, j'en ai fait des choses que je voulais pas et que j'aimais pas et qui m'ont fait du mal. Donc, ça me permet de savoir aujourd'hui, bah, t'as l'intuition qui s'affine. Quand t'es plus en accord avec toi, bah, tu t'entoures de personnes qui te ressemblent et t'es attiré par les mêmes énergies. Donc, c'est un cercle vertueux. Si tu veux, aujourd'hui, mais ça a été un long travail avant de comprendre. En fait, la première mécanique qu'il a fallu que j'apprenne à comprendre, c'était moi-même. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, je me connaissais pas et j'étais totalement déconnectée de moi-même. J'étais une espèce de projection de ce que ma famille et ce que j'avais imaginé. C'est un mix de tout ça, mais je ne m'écoutais jamais. C'est complètement improbable, tu vois. C'est comme si tout à coup tu voulais te jeter dans une carrière musicale et que tu avais zéro connaissance de la musique et aucun rythme. Je sais pas, tu vois, genre c'est totalement improbable. Tu peux y arriver, tout est possible. C'est compliqué. Est-ce que tu dirais aussi que peut-être tu t'es dit que c'était toi d'abord avant les autres, enfin au-delà de se connaître, c'était bah je pense à moi avant de penser aux autres. Ouais. Dans les livres de développement personnel que je lisais, c'était exactement la première chose qu'ils disaient, c'est que en fait notre esprit doit être
clair et avoir en fait pour avoir des objectifs clairs, il faut savoir ce qu'on veut et en fait pour avoir ce qu'on veut, avoir des objectifs clairs, faut pas avoir des parasites et les parasites c'est quoi? C'est toutes ces pensées où tu penses à ce que les autres pensent, tu penses à autre chose et tu fais un scanner de ce qu'il y a dans ta tête et dans une journée à quoi tu penses. Et là tu t'aperçois putain mais il y a que de la merde, c'est pas possible. Il y a toutes les conneries, genre tes copines qui te racontent des conneries sur je sais pas qui, sur je sais pas quoi, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, sur le machin, et tu dis avec tout ça dans la tête, comment tu veux y voir clair? C'est pas possible. Et arrête de penser aux autres, à vouloir aider le monde entier si tu n'es pas capable de t'aider toi-même. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment ouvert les yeux parce que moi je voulais toujours aider tout le monde, je voulais toujours please everybody. Et en fait je m'apercevais que en fait souvent là, les gens, parfois, ils étaient déçus ou ils étaient contents, mais moi, genre, c'était moi qui étais pas bien. Donc, au final, l'un dans l'autre, tout le monde n'était pas si content que ça. Et je me suis dit, putain, mais en fait, tous ces efforts pour ça. Et du coup, c'est exactement ce que je lisais dans les livres de développement personnel. La première priorité, faut que ce soit toi. Sinon, en fait, tu seras toujours la conséquence de ce que les autres souhaitent ou veulent. Mais toi, tu ne pourras jamais obtenir de toi-même ce que tu veux si tu n'étais pas ta propre priorité. À l'époque, quand je bossais dans ces entreprises étaient ma priorité. Et du coup, il fallait que j'inverse cette priorité et que ma vie devienne ma priorité. Et c'est très dur, parce que tu as l'impression d'être égoïste, égocentrique. Et il faut s'enlever tout ça de la tête. Parce que ça, c'est des perceptions, des schémas et des pensées limitantes et des croyances limitantes, surtout, peut-être que les autres t'ont projeté. Si les gens te disent oui, en faisant ça, c'est de l'égoïsme, c'est ce que eux ils pensent. Et ce qu'ils pensent n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est toi qui la crée. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est que souvent, on est amis avec des gens de notre travail ou des gens qui nous ressemblent dans la situation à laquelle on est. Et donc, eux, ils ont forcément, je pense, les mêmes problèmes. Eux aussi, ils en ont marre de leur travail. Eux aussi, ils prennent sur eux. Sauf que eux, ça les déstabilise quand on va leur dire, moi, en fait, j'en ai marre et je pars. Eux, ils vont dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? Parce que eux sont complètement déstabilisés. Ça remet en question toute leur propre... Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Parce que en réalité, les gens, quand ils pensent te donner des conseils, c'est en fait, ils parlent eux-mêmes de leur propre peur. Et si tu veux, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé de me raisonner à cette époque-là. Mais vraiment, en fait, c'était très bienveillant. Mais Sophie, t'es complètement folle, ne lâche pas ton job, t'as un CDI. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas quitter ton job. En plus, j'étais après, par la suite, encore enceinte. Alors, laisse tomber. Moi, j'ai tout cumulé. Chômage, grossesse. Encore une fois, pas une époque où c'était à la mode. Et en fait, les gens me disaient non, mais franchement, retrouve-toi un taf tout de suite. Prends n'importe quel job. Ta spécialité, c'est la mode. Retourne-y. Et j'ai dit, mais jamais de la vie. Je veux dire, je vais pas refaire les mêmes conneries. Si à un moment donné, si tu te tapes la tête contre un mur à chaque fois en passant par ce chemin, à un moment donné, il faut juste changer de chemin, quoi, tu vois. Et j'en étais persuadée. Je me suis dit, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Mon fils, le premier, il a subi des choses dont je ne suis pas fière. Et j'ai un autre bébé là qui est en route. Et lui, je veux pas qu'il vive la même chose. Et alors, petite question, comment tu as su que c'était lié à ton travail et pas une dépression, dans le sens où parfois les gens peuvent dire mais bon, peut-être tu fais une dépression, va voir un psy, après ça ira mieux, tu vas retourner un peu dans le droit chemin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu as su que c'était plus profond que ça et en fait c'était juste ton travail et c'était pas un tout en fait? Parce que vraiment c'était évident, pour le coup, tout le reste de ma vie elle est très bien et au contraire justement c'est pour ça que j'osais pas me plaindre parce que je me disais que j'avais tellement de chance. Et puis, en fait, tu vois, je pense que les gens de cette époque ne se rappellent pas de moi comme quelqu'un qui allait si mal. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper positive, hyper joyeuse, beaucoup d'énergie. Et si tu veux, genre, le temps que je passais hors du boulot, j'étais à fond avec mes amis, ma famille. Ça devait pas forcément se voir, quoi, tu vois. Il y avait que les amis très, très proches qui le savaient, mon mari. On est ensemble depuis qu'on a 19 ans. Tu vois, genre, sur le papier, on avait quand même genre le truc que tout le monde voulait. On venait de s'acheter un appartement à Paris, on était en train d'avoir notre deuxième bébé. Si tu veux, genre, il y avait pas trop de quoi se plaindre, c'était pas grave, c'était que le boulot. Tu vois, c'était ça le truc. Et vraiment, c'était pas compliqué. Le boulot, c'était 80% de ma vie à l'époque. Et du coup, genre, quand j'allais mal, forcément, ça empiétait sur le truc. Mais après, tout le reste de ma vie,
ça allait plutôt bien, quoi. Et quel conseil tu donnerais justement pour les gens qui ont peur de sauter le pas, quand on a peur de sauter le pas, mais qu'on a des engagements, des enfants, des prêts, quel conseil tu donnerais pour faire face à ça? Alors, moi, je peux juste faire part de mon expérience. J'aime pas trop l'idée de donner des conseils parce que je trouve que tous les cas sont différents et qu'on peut jamais se mettre à la place de l'autre. Parce que même si tu crois qu'on a des situations qui sont similaires, on n'a peut-être pas le même historique, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes caractères, tu vois. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, quand quelque chose me fait peur, eh ben, c'est un signe que je dois le faire. Mais parce que je me connais suffisamment. Et je sais que, genre, avoir peur, c'est signe que tu es en train de regarder quelque chose qui est hors de ta zone de confort. Et par expérience, mais parce que justement, j'ai fait assez de bons à ce niveau-là pour aller de l'autre côté, je me suis aperçue qu'à chaque fois, ça me faisait très peur et que je savais absolument pas ce que j'avais à y gagner. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était le meilleur des trucs qui m'étaient arrivés, c'était quand j'avais peur de le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, c'est vraiment devenu un signe. Plus ça me fait flipper, plus j'y vais. Oui. Ben, c'est marrant parce que c'est pareil, j'avais lu un livre en fait qui expliquait la peur et c'était ça doit être comme une boussole en fait pour t'indiquer ton chemin parce que finalement la peur c'est juste la peur de l'inconnu en fait on ne sait pas ce que c'est et c'est marrant parce que moi c'est exactement pareil que toi maintenant en fait quand j'ai peur de quelque chose par exemple j'ai une liste de choses à faire et ce truc là je le fais pas il est en bas de ma liste et puis il se reporte un peu toutes les semaines et ben je me dis en fait c'est ça que je dois faire en premier parce que c'est ça en fait le vrai truc qui va me faire avancer et que je mets de côté parce que ça me fait peur parce que je sais que justement ça va me faire changer. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi j'ai un truc que je repousse sans arrêt et crois-moi les 2 trucs que je repousse sans arrêt c'est les trucs les plus importants. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais c'est génial parce que j'ai pas forcément eu d'invité plus axé développement personnel. Donc c'est génial de pouvoir discuter avec toi de conseils vraiment de développement personnel qui pourront aider dans la situation de chacun ensuite. Avec plaisir. Rien n'arrive jamais par hasard, donc c'est que cette conversation était nécessaire pour l'une comme pour l'autre ou pour les personnes qui l'entendront. Voilà, exactement. Alors, toi, tu as commencé par un blog, The Other Art of Living. Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic pour créer ton blog? En fait, le déclic, c'est pas vraiment moi qui l'ai eu, hein, c'est le Pôle emploi. J'étais au chômage, comme je te disais, j'étais enceinte en 2012 et en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire et j'ai eu une conseillère assez formidable qui m'a dit que j'étais hyper créative et que, en fait, je lui disais que je voulais bosser dans le digital. Elle m'a inscrite à des formations, Photoshop, HTML, CSS, de quoi en fait avoir tous les outils de PAO en main. Et si tu veux, dans le cadre de cette formation, il fallait faire un site. Et à l'époque, je lisais beaucoup de trucs sur le développement personnel. Et du coup, j'ai appelé ce site que je faisais pendant le Pôle emploi The Other Art of Living, parce qu'en fait, en réalité, il fallait donner un nom. Et je me suis dit, bon, il paraît que quand on écrit des choses, dans le développement personnel, on dit que quand tu écris des choses, tu les visualises, tu les matérialises. Et moi, je savais pas ce que je voulais, tu vois. La seule chose que je voulais, c'était vivre autrement. Et du coup, j'ai appelé ce site The Other Art of Living, mais sans savoir en fait que ça allait devenir un blog. Et donc, comment ça a commencé tes premiers articles sur ce blog? Et ben, j'ai commencé. À l'époque, j'écrivais pour une journaliste de mode très pointue qui s'appelle Diane Pernet. Et elle m'avait proposé, quelques mois auparavant, d'écrire des articles mode, beauté, pointus, pour son site qui s'appelle Shaded View on Fashion. Et du coup, vraiment, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que finalement, c'est peut-être elle qui m'a mis ce truc en tête. J'avais jamais écrit, enfin si, j'avais écrit il y a très très longtemps, genre il y a 20 ans pour un magazine qui s'appelle Mutine. Mais c'était pas du tout ma spécialité, mais elle voyait que j'étais un peu disponible et que ça m'amusait. Et après, je me suis dit, comme j'ai ce site maintenant à moi, peut-être que j'aimerais bien parler d'autre chose que de mode et de trucs pointus, tu vois, et de trucs qui m'intéressent. Et j'ai commencé à parler de personnes qui m'inspiraient, de thérapie, de développement personnel, de lieux que je découvrais. En fait, c'était un peu comme un journal de bord, tu vois, parce que c'était pas censé être un blog, c'était juste, en gros, j'avais un site internet. Je pensais que j'y mettrais mes prestations
dans ma prochaine vie, mais j'avais pas encore, tu vois, de job. Je savais pas du tout ce que je faisais. En vrai, j'avais un site internet et j'avais du temps. Et j'étais un peu créative. Et j'ai tout foutu dedans. Et après, les gens ont dit que c'était un blog. Mais à aucun moment donné, je me suis dit que j'allais faire un blog. Et ça t'a aidé du coup, j'imagine, parce que quand on se lance dans des choses créatives, ça aide quand on est déprimé comme Totalement. ça. Mais après, moi, j'étais pas déprimée. Hein. Tu sais, je venais d'avoir mon bébé. J'allais au contraire plutôt bien. Mais vraiment, genre, limite, trop bien. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça mon équilibre, c'est de pas bosser? C'est flippant, tu vois, en même temps. Mais je me dis, mais putain, pour une fois, je suis pas stressée, je suis bien et tout. Mais je sais que ça va pas durer éternellement. Mais j'utilisais ce temps à profit pour développer tous mes skills, on va dire. Je prenais des photos. C'était le début d'Instagram. C'est vraiment ça, hein, enfin, surtout. Et j'avais du temps, je pouvais faire des photos, des articles. C'était génial. Il n'y avait pas du tout de pression financière vu que j'avais le chômage. Après, tu dis oui, c'était flippant, mais pourquoi pas être mère au foyer finalement? Tu t'es posé la question? Mais je me suis posé la question, hein, clairement. En général, ça faisait rigoler mes potes en disant mais c'est une blague, tu peux pas rester une seconde sans rien faire, c'est pas toi. À un moment donné, tu vas finir par te faire chier. Ils avaient raison parce que j'aime le challenge, j'aime l'esprit créatif et le travail d'équipe. J'adore quand ça bouge, quoi, tu vois. Mm. Mais après, je trouve que, quand tu dis c'est pas toi, je trouve que c'est un peu compliqué parce que on peut changer aussi. Je pense que, année après année, on évolue. Et puis, quand on a 2 enfants, on change aussi encore plus, j'imagine. Donc, je trouve que c'est un peu justement limitant les gens qui peuvent dire, ah bah c'est pas toi, toi t'es pas comme ça. Ou même, j'y réfléchissais l'autre fois, par exemple, la phrase, par exemple, nous on n'est pas comme ça. Tu vois, des trucs comme ça, mais en fait, bah moi, je peux être qui j'ai envie d'être finalement. Ah non, mais clairement, clairement. Non, mais par contre, pour le coup, c'était vrai. Genre là, je peux te le dire avec, c'est sûr et certain que je pourrais pas, juste m'occuper de mes enfants. Moi, j'ai besoin vraiment de, c'est pour ça que je fais ce que je fais d'ailleurs, c'est d'avoir un peu, j'ai comme un monde parallèle par rapport à ma famille, même si tout se rejoint. J'adore voyager, j'adore faire mes trucs, c'est hyper stimulant. Je peux pas, mes enfants, je les adore. Et j'adore quand ils sont en vacances chez leurs grands-parents aussi, tu vois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème pour les gens qui ont envie de s'occuper de leurs enfants et qui le font très bien. Et je les admire pour ça. Mais c'est pas mon truc. Et c'est pas une injonction ou quoi que ce soit. Je te le dis la vérité. Et je me connais. Alors, donc, tu crées ton blog et comment ça te vient après de créer les The Good Mood Class? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution? En fait, quand j'ai commencé mon blog, c'était vraiment... c'est comme ça que ça a commencé un peu sur le digital. J'ai commencé vraiment à découvrir le milieu des blogs et tout en 2013. Et en 2014, j'ai rejoint la startup Quant, qui est une startup avec un moteur de recherche français qui respecte la vie privée. J'avais rencontré ces mecs dans la boîte avant de tomber enceinte et d'être au chômage. Et j'avais trouvé le projet passionnant. Ils ont, juste au moment où tu vois, il y a vraiment pas de hasard. Ma période de chômage s'est arrêtée en août 2014. Et en septembre 2014, j'ai rejoint Quant. Ils venaient de faire une levée de fonds au mois de juillet, leur première levée de fonds. Et du coup, ils m'ont dit, ça te dirait de rejoindre notre équipe. Et en même temps, j'étais ah ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ils ont dit, on sait pas, nous non plus. Donc, viens dans le bateau, il y a plein de trucs à faire. Et je me suis dit, putain, ça me plaît. Monter dans un bateau sans savoir où on va pour faire quoi, je me dis ça, c'est à l'inverse de tout ce que tu vois. Comme d'habitude, je sais exactement où je vais, ce que je vais faire, pourquoi. Là, j'ai dit ça ressemble à ce que la vie comme je la vois aujourd'hui, quoi, tu vois. Et ça a été une super expérience. Bon, qui s'est pas super méga bien terminée comme d'habitude, mais après ça c'est, tu vois, c'est rien n'arrive par hasard, mais en fait, c'est là-bas qu'ils m'ont appelé The Chief Good Mood Officer parce que je passais mon temps à remonter le moral de tout le monde. En fait, j'étais responsable de la créa. Voilà, moi je m'occupais de la créa et j'essayais de faire en sorte que tout le monde soit hyper motivé parce que c'était dur. On avait toujours une pression de malade avec, tu vois, entre les levées de fonds, on savait exactement combien de temps on pouvait durer. Et du coup, je faisais des événements, des trucs pour que tout le monde soit un peu motivé. Et mes boss disaient en rigolant un jour, les gens sauront que tu as été la première Chief Good Mood Officer du monde. Et c'est hyper rigolo parce que du coup, en fait, j'ai fêté les 3 ans de mon blog en novembre 2016. Et en fait, je comptais faire juste un anniversaire.
qui était censée être, tu vois, genre une rencontre avec mes lectrices. Encore une fois, ça se faisait pas trop non plus encore à cette époque au début. Et c'était un buffet qu'on avait imaginé. En fait, je rentrais des États-Unis où je voulais aller vivre et mon mari avait changé d'avis. Donc j'étais un peu déprimée, j'avoue. Et une de mes meilleures amies me dit écoute, j'ai trouvé un lieu canon qui ressemble à chez toi. Il est temps que tu le fasses ton anniversaire. T'as promis à tes lectrices un anniversaire. Et du coup, on a organisé un brunch. J'ai tiré au sort une vingtaine de personnes. Et dans les vingtaines de personnes qui ont été tirées au sort, elles venaient quasiment toutes pas de Paris, quoi, tu vois, de Lyon, Toulouse, Strasbourg et compagnie. Et je me suis dit, bon, bah, elles viendront pas, c'est pas grave, je vais tirer d'autres personnes au sort. Et à ma grande surprise, ces personnes ont décidé de venir. Elles m'ont montré les billets de train, d'avion et tout. C'était incroyable. Je me suis dit, putain, mais elles sont folles. Elles vont pas prendre un train ou un avion pour un brunch, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, si elles prennent le train et l'avion pour venir me voir, c'est à moi de faire en sorte que ce soit pas que un brunch. Parce que je voudrais les remercier. Vraiment, je suis hyper touchée qu'elles viennent me voir. Et je me suis dit, bon, bah écoute, si elles viennent me voir, c'est qu'elles sont un peu comme moi quelque part. Qu'elles cherchent un peu tout ce qui peut aider à aller bien, à vivre mieux. Je vais mettre tous ces ingrédients dans cet événement. Je vais mettre de la musique, de la danse, et je vais leur présenter des personnes qui m'ont aidé à aller mieux et qui vont parler de ce qu'elles font et on va pratiquer ensemble parce que en fait, raconter les choses c'est bien, mais faire et vivre les choses c'est mieux. Même si c'est 5 minutes, ça n'a pas du tout le même impact. La résultante n'est pas la même parce que ton cerveau va assimiler les informations à ta façon, selon ton background et tout, alors que quand tu lis les choses et que tu écoutes, en fait, tu es toujours dans le mental. Et le mental peut te projeter des choses qui ne sont pas réelles. La seule réalité, c'est ce que tu ressens et ce que tu vis véritablement. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait. Alors, en fait, on avait une lightbox et il restait des lettres, parce que j'avais déjà écrit The Art of Living. Et on a imaginé le matin même, on a écrit The Good Mood Class. Voilà. C'était absolument pas prémédité. On n'a jamais imaginé que cette Good Mood Class aurait genre encore lieu, tu vois, qu'il y en aurait d'autres et que genre j'en ferais ma vie, quoi. C'était vraiment juste l'anniversaire et il restait des lettres. Voilà. Et comment, enfin, qu'est-ce que tu fais pour pratiquer alors parce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer ce genre de choses? Tu veux dire quoi, pratiquer Ben, quand tu dis pour l'assimiler, c'est bien de le pratiquer. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu proposes de faire quoi qu'on fasse, en fait, de manière générale, quand tu cherches à aller bien ou à aller mieux, en fait, tu peux lire des livres, mais c'est pas pareil que de faire. Genre, si tu lis un bouquin qui te dit, oui, levez-vous le matin, faites ci, faites ça, tu le sais. Mais si tu le fais pas, ça servira à rien. Et ben, c'est pareil pour le développement personnel. Aller au-delà de ses peurs, créer des habitudes, reprogrammer son cerveau, c'est des choses qui peuvent avoir l'air évidentes, mais si t'es pas dans la pratique et dans le doux, en fait, il va rien se passer. Et donc, il y a eu un impact pour tes lectrices qui sont venues? Qu'est-ce qui s'est passé pour elles après? Bah, c'était assez, déjà, pour tout le monde, en fait, on a bien compris qu'il s'est passé quelque chose parce que tout le monde n'a pas arrêté de me demander quand est-ce que je faisais la prochaine Good Mood Class. En fait, c'est comme ça que, du coup, l'idée m'est apparue parce que tout le monde me demandait mais quand est-ce que tu fais la prochaine Good Mood Class? Et la première Good Mood Class, en fait, hors anniversaire, c'était celle de Lyon où tu as interviewé Céline. Elle est venue à cette Good Mood Class qui était finalement la première officielle où on savait que c'était une Good Mood Class. Ah, c'est génial. Et alors, comment ça s'est passé pour toi? Parce que j'imagine que toi qui n'es pas coach en développement personnel, qui n'es pas forcément formé, ça a dû être pas évident au début de dire ah bah je propose quelque chose vraiment, c'est pas un anniversaire, c'est tu vois ce que je veux dire? Ah mais pas du tout, mais je me suis pas dit autre chose. En fait, pourquoi quand j'allais à Lyon, je pensais qu'on fêtait l'anniversaire bis. Voilà, c'est ça. En fait, je me suis pas du tout posé de questions. Et en fait, c'est ça qui a fait que le truc, il a continué à avancer. C'est parce que jamais j'ai imaginé de suite. Maintenant, un peu plus. Maintenant, j'ai un peu plus de visibilité. Mais la première fois, j'en avais aucune. La deuxième non plus. Et à la fin de la deuxième, tu vois, genre la Good Mood Class, c'était quoi? Je pensais que c'était l'anniversaire qu'on avait fait à Lyon. Et la directrice de l'hôtel Oco qui nous avait gentiment accueillis
Elle m'appelle le lundi, juste après, elle me dit, écoute Sophie, c'était incroyable. Nous, on serait prêts. Est-ce que tu serais prête à refaire encore une Good Mood Class pour l'ouverture de notre nouvel hôtel Oco à la porte de Versailles au mois de juin, donc c'était genre 3 mois après. Et nous, on est prêts à te payer pour faire ça. Alors là, je suis putain. Alors là, j'en reviens pas. Quelqu'un est prêt à me payer pour fêter mon anniversaire. Évidemment que genre, bien sûr que je dis oui, on sera tous là. Et on refait l'anniversaire. Bon, finalement, c'était quand même une Good Mood Class. Et là, c'était la première fois qu'on était payé, tu vois. Genre, je me rappellerai toujours parce que c'était le mois où j'ai quitté mon job. C'était au mois de juin 2017. C'était la première Good Mood Class un peu officielle. Et je venais de donner ma démission, je venais de quitter mon job. Et je l'avais pas encore dit, je l'avais pas encore annoncé. Et dans l'audience des personnes qui ont assisté à la Good Mood Class, il y avait une attachée de presse qui m'a dit, écoute Sophie, moi je suis attachée de presse du groupe Lirac, est-ce que tu serais prête à faire une Good Mood Class pour le lancement de notre marque Choé? Et du coup, au mois d'octobre, 3 mois après, on a fait une Good Mood Class dans cet espace incroyable. Et dans cette audience, il y avait encore une autre attachée de presse qui s'occupait de la marque Clinique. Et elle me dit, la prochaine Good Mood Class, c'est moi qui la sponsorise au mois de janvier 2018. Et en fait, en janvier 2018, elle me dit, écoute, est-ce que tu envisagerais que Clinique soit le seul sponsor pour toute l'année? Et c'est comme ça qu'en 2018, on a fait des Good Mood Class partout en France. On est parti dans tous les hôtels locaux, à Nantes, à Strasbourg, à Lille. Bon, c'était pas un hôtel loco, mais c'était un ancien doco, donc c'était rigolo. On a fait le TEDx et on est allé à New York. Donc 2018, ça a été vraiment la première année de la Good Mood Class de façon très officielle, on va dire. Incroyable. Ouais. Et quand tu y repenses, du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à ça? Bah, je me dis, c'est complètement fou. Ça me paraît complètement fou parce que, en fait, tu vois, j'aurais jamais imaginé comme quoi faut arrêter de parfois trop imaginer. Avant, j'étais tout le temps en train de me dire, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, je me fixais des objectifs et après, quand ça se passait pas comme je voulais, j'étais contrariée. Et là, genre, c'était vraiment la preuve. Je pense que la vie et l'univers voulaient me montrer que, tu vois, quand tu fais juste les choses avec sincérité, avec le cœur, et ben, t'arrives au bon endroit. Et tu vois, genre, vraiment, ça m'a vraiment appris à lâcher prise, en fait, je pense. Et je pense qu'aussi, il faut avoir un esprit ouvert et se dire que toutes les opportunités sont bonnes à prendre et que même si c'était pas celle qu'on voulait, ça peut nous apporter autre chose qu'on n'a pas forcément prévu et c'est peut-être ça qui est bon pour nous finalement. Et bah totalement, c'est le point numéro 5 de la Good Mood Class, l'acceptation, et que en fait, en réalité, rien n'arrive jamais par hasard et que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer. Et c'est pas ce que nous on a prévu, en fait, c'est pas ça qui compte parce qu'en réalité, nous on est dans le contrôle et on est dans notre petite fenêtre de tir, alors que le monde et l'univers est tellement plus grand, quoi, tu vois. Même si ça se fait comme on veut, les choses elles se seront passées. Et le monde va continuer à tourner. Alors que toi, tu vas continuer à t'accrocher, à être vénère. Ah, pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Ça devait se passer comme ça. Mais non, regarde la preuve. Le monde continue à tourner. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Nous, on dit, tu vois, on a une formule qui s'appelle Let it be. C'est exactement ça. C'est tu dois laisser les choses et accepter. Et quand tu acceptes les choses comme elles se passent, eh ben, tu es dans la réalité, dans le flow et tu avances. Et du coup, en fait, tu avances surtout dans un moment qui va être plus propice à moins de complications. Tu réduis ce temps de contrariété et surtout t'avances en apprenant. Parce que si ça s'est pas passé comme tu voulais, peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu devais comprendre que ça se passe pas comme ça. Et souvent, c'est en faisant des erreurs que tu comprends. Et tu peux pas réussir du premier coup de tout. La vie, c'est un long apprentissage. On a toute la vie juste pour ça, que pour apprendre. Mais tant que tu continues à faire les mêmes erreurs, tu retrouves les mêmes schémas. Et je pense aussi que le fait d'accepter, moi je sais que personnellement ça m'aide parce que j'utilise pas mon énergie à me dire mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, et donc je garde mon énergie à. C'est ça, je te dis, ça réduit la contrariété. En fait, ça. Moi, franchement, dès qu'il y a un truc qui commence à m'énerver et qui commence à partir en couille, je me dis, rappelle-toi, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça. C'est que tu devais en apprendre ou en tirer une conclusion. C'est quoi le truc? C'est pas toi qui va. Si tu peux pas changer les choses, la seule chose que tu pourras changer, c'est ta façon de voir les choses. Donc, ce qui peut paraître grave à l'instant T peut ne plus l'être au bout de 2 minutes. C'est marrant comme parfois les choses peuvent
tu vois, tu peux penser que genre c'était la chose la plus importante de ta vie à une époque quand tu étais jeune, avoir une bonne note, c'était peut-être le truc le plus important et que tu sais, tu avais l'impression que tu allais mourir si tu n'avais pas genre la meilleure note. Et après, tu t'es aperçu que finalement, tu pouvais ne pas en mourir. Et petit à petit, bah, c'est comme ça que tu te rends compte que tu apprends à relativiser et tu apprends à voir les choses différemment et que les choses sont mouvantes et vivantes. Tu sais, il n'y a rien qui soit statique. Rien. En fait, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. C'est la vie, en fait, c'est comme ça. Alors, petite question, bon, alors plus à titre perso, parce que je trouve que tu es de super conseils. Je me suis fait cette réflexion il y a pas très longtemps. Je me suis dit, j'ai l'impression que finalement, tout arrive un peu trop tard dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu veux quelque chose absolument, ben, il va pas arriver à ce moment-là, il va arriver plus tard parce que finalement, tu étais plus préparé à l'avoir, mais une fois que tu es plus préparé à l'avoir, bah, tu as envie du truc un peu suivant. Mais trop tard par rapport à quoi? Bah, que finalement, à un moment où ça arrive, tu en as peut-être moins envie que, tu vois, avant. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire que si justement tu acceptes que les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est que peut-être ce trop tard, c'est une perception. C'est que ce truc-là, tu devais le vivre à ce moment-là. C'est le moment où tu pouvais le plus apprécier. Et c'est ton appréciation subjective de dire que c'est trop tard. Ouais, c'est vrai. Finalement, je suis encore restée dans le truc de me dire, il y a un moment, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que j'avais l'impression aussi de se dire que peut-être il fallait être très préparé à avoir le truc, mais une fois qu'on est super préparé et qu'en fait on peut l'avoir, bah en fait on a envie du truc suivant. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, mais en fait ça veut dire que malheureusement peut-être que t'es pas assez dans le moment présent. Et il faut apprécier le moment présent parce que en fait c'est le seul qui existe et c'est le seul qui va créer le futur. Et souvent le problème des gens qui sont hyper impatients, moi je l'étais, hein, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. J'étais toujours dans le next step, mais en fait tu profites pas. Et en fait tu loupes plein de choses. Tu loupes tellement de choses. Tu te dis en fait tout ce que tu aurais pu faire pendant le moment présent, mais non, parce que comme ta tête elle était en train de penser après, bah t'étais plus connecté. Et du coup tu rates peut-être des opportunités. Tu profites pas autant que tu aurais pu profiter. Et des fois, il y a des informations qui t'échappent parce que justement, t'étais pas connecté. Bon, super conseil. Alors, quel conseil tu donnerais justement pour peut-être se reconnecter au moment présent? Alors, le conseil en général, c'est faire le vide dans sa tête. Hein. C'est la méditation. Pour les gens qui commencent ou qui débutent, il y a plein d'applications très chouettes. Apprendre à se concentrer que sur sa respiration, c'est déjà tellement difficile quand tu sais pas faire ça. Parce que combien de fois, au début, genre, je respirais, mais je pensais à plein d'autres trucs. Mais en fait, ça sert à rien. T'es pas du tout en train de faire le truc. Si tu veux vraiment faire, en fait, la méditation pour moi, c'est comme rebrancher ton téléphone ou ton ordinateur pour qu'il ait plus de batterie. C'est savoir mettre du repos à ton corps et à ton esprit pour être plus performant après. Et ça, tu vois, c'est une notion que j'ai eu du mal à comprendre parce que comme j'avais toujours beaucoup d'énergie et pour moi, j'avais toujours l'impression que c'était de perdre du temps. Quand dormir, se reposer, ça servait à rien, c'était pour les gens faibles, tu vois. Mais là, je peux te dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme, moi, je me vois plus comme un sportif. Quand t'es en compète, tu te prépares mentalement et physiquement. Après la compète, eh ben, tu récupères. Il faut apprendre à connaître les limites de son corps et savoir, en fait, du coup, se recharger et apprendre à récupérer. Ouais, non mais surtout qu'en plus, bah, j'imagine que toi, comme tu fais un travail où tu dois donner tellement d'énergie aux gens, ça doit être fatigant en fait. Bah en fait, je me rends pas vraiment compte parce que j'adore ce que je fais. Hein. Après, tu vois, c'est ça le truc, c'est que j'adore. Mais je commence un peu plus à me connaître et j'arrête de me mettre 10 000 trucs à faire et qui s'enchaînent. Et après, à un moment donné, je suis bloquée. Tu vois, genre, combien de fois ça t'arrive de te mettre la rate au courbouillon et après, t'es complètement lessivé. En fait, maintenant, il n'y a plus de moments où je suis à -2 de tension, quoi. C'est que je suis, petit à petit, je m'écoute et je me fais des phases de récupération, des phases où il n'y a rien, pour pouvoir être tout le temps en constante énergie. J'arrête de faire des pics où genre je suis au top, je suis au max, je suis complètement down, je suis complètement max. Ça, c'est fatigant. Et ça, je l'ai fait beaucoup trop souvent. Et ça, c'est comme une corde. À force de la tirer en haut ou en bas, à un moment donné, elle craque. Le plus difficile, c'est de trouver cette constance, trouver ce fameux confort dans l'inconfort. Et moi, je l'ai grâce à la discipline du yoga, grâce à la méditation, la respiration. Mais c'est des années d'entraînement parce que c'est pas que du mental, c'est les deux. C'est le corps qui enregistre des informations
et ton mental après qui suit, et plus le contraire. Parce qu'avant, c'était que le mental et le corps qui suivaient. Il faut les deux. Et alors, pour reparler un peu plus côté business, je me demandais, donc j'ai vu que tu organisais des journées, par exemple, pour des marques. Est-ce que c'est des marques qui sponsorisent tes journées ou c'est toi qui y vas aussi, par exemple, dans leurs locaux pour faire des journées pour leurs salariés? Alors en fait, c'est pas des journées, c'est 1 heure et demie. Ouais. Non, heureusement 1 heure et demie, une journée, ça serait vraiment beaucoup parce qu'1 heure et demie, on est déjà bien. En fait, je fais des Good Mood Class, c'est mon activité principale. J'ai créé une méthode adaptée aux entreprises. Et là récemment, on a développé l'aspect digital. Et du coup, on fait des Good Mood Class. Et c'est les entreprises, on a la chance, je touche du bois, que ce soit les entreprises qui nous contactent. Et c'est que du bouche à oreille. Et alors, comment tu fais? Parce que j'imagine que pour une entreprise, ça doit pas être évident non plus peut-être de travailler avec toi dans le sens où bah, peut-être tu vas encourager leurs salariés à démissionner. Finalement, tu sais, il y a tout le côté bien-être au travail. Donc, je comprends que les entreprises elles ont envie de travailler avec toi dans ce sens-là. Mais le côté un peu reprendre sa vie en main et tout ça, j'imagine que peut-être les entreprises, elles ont pu avoir peur de ça, tu vois? Non, ça, jamais. Franchement, en fait, le principe de la Good Mood Class at Work, c'est réactiver la bonne humeur par le biais du corps et l'esprit entre employés. Donc le discours, moi, genre, il s'adapte. Je te dis que tous les outils, tu les as en toi. Toute la capacité, le potentiel, il est en toi. Et après, c'est à toi d'activer selon ce que tu as envie et comment tu veux faire pour améliorer ta vie de manière générale. Mais en entreprise, je donne des clés très basiques qui s'appliquent à tout le monde. Et après, en général, c'est, tu vois, genre, c'est des gens qui sont ouverts. La personne qui m'a proposé de faire ça, en général, elle a envie d'insuffler. Le monde est en train de changer. L'entreprise est en train de changer. Et je suis très heureuse de voir que les gens en entreprise comprennent que les gens ont besoin d'apprendre à se connecter avec eux-mêmes, avec les autres. Mais c'est marrant que tu dis ça, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. Excuse-moi, je fais un peu comment on dit, les paroles du démon, enfin voilà. Parce qu'après, moi, je viens du milieu des cabinets d'avocats d'affaires, qui est un milieu hyper conservateur. Je sais qu'en cabinet, ils ont un peu peur qu'on se pose trop de questions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que je voulais te poser la question sur comment ça s'inscrit par rapport aux entreprises. Est-ce que parfois, elles ont pu avoir peur? Mais je trouve ça vraiment génial, justement, de dire que les mentalités sont en train de changer. Je vais même te rajouter un truc, c'est que les 3/4 des Good Mood Class, en fait, avant de faire une Good Mood Class, les gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Parce que je leur dis pas. Et quand ils me demandent, je leur explique que, tu vois, la Good Mood Class, c'est apprendre à vivre le moment présent, et ça commence maintenant. Donc, si tu veux, ils signent un devis, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Et ce qui est hyper rigolo, c'est qu'aujourd'hui, un peu, genre, mon nouveau truc, c'est les pochettes surprises. Et les gens, enfin, ça me fait rire parce que je me dis, en fait, moi, mon message, j'explique aux gens, arrêtez de vous faire des projections, arrêtez de vous faire des idées. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'était une croyance limitante qui peut être vraie, mais du coup, c'est à force de le dire que les gens vont le penser. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je ne l'ai jamais entendu. Moi, je l'avais jamais vu parce que les gens que je vois ou que je croise pour les Good Mood Class, forcément, s'ils viennent me voir, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Exactement. Mais j'ai toutes les boîtes. J'ai eu des banques, j'ai eu, tu vois, genre on passe de la Poste à Chanel à la Société Générale. Après, il y en a qui étaient un peu dans le contrôle. Ah, j'ai besoin de savoir exactement. C'était compliqué, tu vois, pour elles de comprendre qu'il fallait apprendre à lâcher prise dès maintenant. Mais je suis très contente de savoir que à 99%, mais si c'est pas 100%, après elles m'ont remercié de pas leur avoir dit. En fait, elles ont compris l'intérêt. Et après, je dis maintenant que vous l'avez vécu, essayez de l'adapter dans votre façon de voir et de faire de tous les jours. C'est pas que là maintenant. Parce que si, là, les 5 clés, on a fait un moment très sympa et tout, mais l'intérêt, c'est que vous les pratiquez tous les jours, dans votre intérêt à vous. Alors, pour les auditeurs, donc, tu as écrit un livre où tu parles de tes conseils, justement. Donc, je mettrai je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Est-ce que tu fais encore des The Good Mood Class hors entreprise pour les auditeurs qui voudraient? En fait, c'est très drôle que tu dis ça parce que on va en faire une ce mois-ci. Ça fait très longtemps. Ça fait depuis très. Normalement, j'essaie d'en faire régulièrement. On a souvent des marques qui sont partenaires et on en fait une de temps en temps pour le grand public. Mais avec le Covid, on n'a pas dû. La dernière datée de février 2020. Et on a la chance d'en avoir une qui va avoir lieu le 24 juin, donc on le sait depuis hier. Donc je vous l'annonce en avant-première.
Ah bah trop bien, bah du coup je mettrai le lien hein, pour on doit s'inscrire à l'événement, comment ça se passe? Alors en fait c'est avec le grand magasin Beaugrenelle. En fait ça sera sur concours parce que eux ils vont inviter leur communauté et moi la mienne. Je vais faire un post sur Insta et il faudra faire en concours. Je sais c'est un peu chiant parce que les gens préféreraient des fois on a tout fait. On a fait les Good Mood Class payantes pour que tout le monde puisse venir, mais genre pareil les places elles partaient trop vite. Et là en fait je t'avoue le côté logistique quand tu fais avec des partenariats avec des marques ou des entreprises, ce qui est cool c'est que nous on s'occupe de rien, tu vois. Totalement pour être tout à fait transparente avec toi, c'est juste un côté très pratique. Non mais c'est génial, en tout cas c'est une super nouvelle. Bah, d'ailleurs j'espère que tu pourras venir, comme ça tu verras par toi-même. Bah oui, bah pour l'instant je suis à Londres, mais en tout cas peut-être oui si je suis à Paris, bah je viendrai avec plaisir. Merci pour l'invitation. Alors si tu pouvais, dernière question un peu pour faire le bilan, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Tout va bien se passer. Tu trouveras toujours une solution. De pas s'inquiéter. Ouais, exactement. Parce qu'au final, que tu t'inquiètes ou pas, les choses, au final, le résultat est le même. Sauf que t'as le côté agréable en moins, quoi. Alors, toute dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin aux invités. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est une reconversion qui te plaît, où t'es contente, c'est tout. Et où t'es en accord, peut-être aligné avec exactement, avec toi-même. Quand t'es en accord avec toi, t'es content, quoi. Donc, si tu veux, c'est genre juste quand t'es contente de faire ce que tu fais, de te lever le matin, c'est tout. Enfin, la réussite, tu sais, elle est tellement subjective et juste quand on a réussi, de se dire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, je trouve ça déjà génial. Et puis, en fait, finalement, je trouve que ta réponse, ça va bien avec tous tes conseils dans le sens où, bah, finalement, c'est pas facile, mais il n'y a pas besoin de forcément des choses très compliquées. C'est juste qu'en fait, on est heureux et puis voilà. Exactement. C'est ça, en fait. Ouais, simplifier les choses. Moi, vraiment, si j'ai un conseil, ça serait de simplifier tout. Dès que ça devient compliqué, en fait, moi, ça, c'est un indice aussi, tu vois. Genre, quand les choses me font peur, j'y vais et je le fais. Et ben, quand c'est compliqué, je ne le fais pas et j'abandonne tout de suite. Tu vois, genre, on coupe à la racine le problème parce qu'on sait que de toute façon, si c'est compliqué maintenant, ça le sera encore plus après. Après, je dis pas de pas se donner du mal, c'est pas pareil. Hein. Quand tu vois que c'est tordu et compliqué, ça peut être un signe que c'est pas dans la bonne direction. Ouais, c'est aussi une façon d'accepter les choses, de dire bah en fait si c'est compliqué, c'est pas pour moi et j'accepte que ce ne soit pas pour moi. C'est pas une question d'accepter, au contraire, c'est plutôt être dans le ressenti et l'intuition. C'est de se dire ah je sens que ça va pas être et justement ça va t'économiser parce qu'à la fin tu vas te dire ah ouais genre j'avais senti que c'était quand même pas terrible, j'aurais peut-être pas dû y aller. Tu vois combien de fois on se dit ça? Ouais. Bah, un grand merci en tout cas Sophie pour cette discussion, pour en aborder tellement de sujets, vraiment merci beaucoup. Donc je mettrai tous tes liens vers ton blog, ton Instagram, les Good Mood Class dans la description de l'épisode. Vraiment merci pour tous tes conseils. Ah si je peux juste rajouter un petit truc sur le blog, en fait la version 2021 en fait on vient juste d'avoir lieu parce que ça faisait des années qui étaient identiques. On a refait le site et on a des contributeurs géniaux qui écrivent des articles justement pour donner des tips comment vivre mieux. Donc on a un lithothérapeute, on a une énergéticienne, on a une naturopathe, un conseil, enfin une fille qui fait du développement personnel, conseil en nutrition, donc que des trucs pour pimper ton quotidien quoi. Voilà, c'est un ensemble du coup pour avoir la good mood. Exactement. Merci beaucoup Sophie. Mille merci à toi. Salut Clairvy. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvyrose ou par mail à l'adresse clairvyrose@gmail.com.